Donc bonjour, on est à la recherche d'Aïda qui nous a échappé, qui a échappé de notre champ à cause de problèmes de connexion. On va donc lancer les vidéos, les 3 premières vidéos. Donc pour vous rappeler, donc Aïda Silla est donc professeure. Ah, Aïda, j'avais commencé à te présenter. Alors il faut quitter Aïda. ici et cliquer sur le lien qui vient de vous être envoyé par. Oui, je ne vois pas où je dois quitter parce que je ne suis que dans une salle. Tu es en ligne, Aïda, tu es en ligne, on te voit. In the show. Studio. Non, elle est dans le show. Si je fais livre. Si elle fait livre, ça va aller. Aïda? Non, elle a quitté. Bon. Donc voilà, j'étais en train de vous présenter Aïda Silla, qui est professeure de psychiatrie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un grand personnage de la psychiatrie africaine qui donc nous fait l'honneur de présider cette session 19 intitulée Santé mentale. On va donc lancer les trois premières vidéos. D'abord, je vous dirai quelques mots sur la violence faite aux femmes. Pour me présenter brièvement, je suis psychiatre et psychanalyste. Je travaille dans 2 services de maladies infectieuses à Paris, à l'hôpital Tenon et à l'Hôtel-Dieu. Et j'ai beaucoup travaillé, en particulier auprès de personnes atteintes par le VIH. Et j'ai participé à des enseignements en Afrique. La deuxième personne qui parlera, c'est donc Marie-Chantal Kakou, psychologue clinicienne et psychothérapeute de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui travaille essentiellement avec des enfants et des adolescents, également des familles, qui a participé à quelques projets de recherche sur les enfants et les adolescents VIH, PV-VIH. Elle encadre des travaux d'étudiants sur les personnes vivant avec le VIH. Ensuite, Caroline Thibaudeau, qui est psychologue clinicienne et psychanalyste, qui a travaillé depuis la création en 2002 d'un dispositif expérimental de protection de l'enfance de LAO auprès de mineurs non accompagnés qui donc arrivent, elle nous le dira, de nombreux pays. Au sein du cabinet Babel qu'elle a créé en 2014, elle accompagne les équipes et les organisations dans leur pratique et leur réflexion institutionnelle autour des thèmes de prise en charge sociale et éducative en direction de publics précarisés. Voilà, donc première vidéo, je vous parle de la violence, puis ce sera Marie-Chantal Kakou et ensuite Caroline Thibaudeau. Vidéo. Bonjour, la première lecture de cette session sur la santé mentale va donc être consacrée aux femmes africaines, les violences qu'elles subissent et l'infection par le VIH. Alors, de quelles femmes parlons-nous? Celles que l'on rencontre beaucoup dans nos files actives, essentiellement issues de l'Afrique subsaharienne, pour circonscrire notre sujet, et que je vais vous décrire à travers 2 travaux de recherche. Ensuite, d'un point de vue clinique, c'est-à-dire le recueil de ce qu'elles exposent de leur vie avant la migration, pendant le parcours migratoire et lors de leur arrivée en France. La première enquête a été menée dans les PASS, c'est-à-dire les permanences d'accès aux soins de santé, qui accueillent 44,6% de personnes issues de l'Afrique subsaharienne et plus précisément de 29 pays. 61,2% de ces immigrés sont arrivés en France depuis moins d'1 an avec un parcours migratoire d'environ 300 jours et 39% d'entre eux sont des femmes. Les PASS accueillent des personnes dont près d'un tiers ont rapporté avoir été confrontés à des événements traumatisants tels que des guerres et des violences dans leur pays d'origine, ainsi que sur leur parcours migratoire. La moitié de ces violences étaient des tortures, 12,2% des violences liées au genre ou à l'orientation sexuelle, et elles avaient été perpétrées très majoritairement dans leur pays d'origine, puis au cours du parcours migratoire pour 14,1% ou lors de l'arrivée en France. Le COMED, donc le Comité pour la santé des exilés, accueille donc essentiellement des patients issus de la migration. 5204 d'entre eux ont été reçus entre 2012 et 2016. 62% des personnes, là encore, ont déclaré des antécédents de violence, 14% des antécédents de torture
et 13% des violences liées au genre et à l'orientation sexuelle. Alors, on parle de violence, mais de quoi parle-t-on? Les petites définitions là que je vais vous donner sont issues du livret fait par l'OMS sur la violence faite aux femmes. Tout acte de violence qui a pour conséquence un préjudice et ou une souffrance physique, sexuelle ou psychologique, qui se exercer sur des personnes sur la base de leur sexe ou de leur genre. La violence physique, sexuelle et psychologique peut survenir dans la famille. Ça inclut les brutalités, les abus sexuels, la violence liée à la dot, le viol conjugal et hélas, encore trop souvent, les mutilations génitales féminines. Mais cette violence peut aussi s'exercer au sein de la communauté, y compris le viol, les abus sexuels, le harcèlement, l'intimidation sexuelle, et aussi dans ces communautés, la traite des femmes et la prostitution forcée. Enfin, elles peuvent s'exercer ces violences en étant perpétrées ou tolérées par les États et les institutions. Et ça, c'est un point important parce qu'on voit à quel point ça va réduire la possibilité des recours. Alors, pour revenir à la clinique, un récit de séquestration au décours d'un trajet migratoire que nous rapporte une femme qui nous explique qu'elle a été victime de viols répétés, d'injures, qu'elle a été traitée comme une chose, une marchandise dont on évalue ce qu'elle vaut ou peut rapporter. En évoquant tout ça, la patiente a des propos de nature mélancolique au sens psychiatrique, une identification à une position de déchet ou pire, à du rien. Elle ne vaut rien et à certains moments, sa vie n'a tenu qu'un fil. Son corps a été littéralement considéré comme une chose, elle a été vendue. Et de son périple, elle a aussi retenu que les choses peuvent être jetées, éliminées. Elle a vu des choses qu'elle ne devait pas voir et ça fait d'elle un témoin gênant. Le déroulement de l'exercice de la violence, dans le récit de nos patientes, la victime est exclue du cycle de la vie humaine que constituent les échanges langagiers, où chacun se signifie par la parole et par son nom. C'est-à-dire, on commence par se nommer et ensuite on se parle. Elle relate la cruauté qui se distingue par l'intentionnalité de traiter la victime comme une chose. C'est une intention, ça vise à ce qu'elle soit réduite à du rien. Et la torture qui procède d'une entreprise délibérée de destruction des liens somatopsychiques à des fins de dépersonnalisation. La temporalité, les agressions peuvent être ponctuelles, mais il arrive qu'elles se déroulent sur une longue période de maltraitance. J'ai toujours été sous terreur, nous rapporte une femme. 20 ans de peur, de souffrance, d'humiliation, de sexe forcé. Et la violence et la terreur plongent également souvent la victime dans une détresse totale pour de longues années, voire la vie entière. Dans la société, il y a des violences plus symboliques, moins visibles, comme celles qui sont issues des phénomènes de stigmatisation, où la mise en œuvre va se générer par l'attribution d'une valeur moindre à une catégorie de personnes. Et ça peut déboucher, bien sûr, sur des mesures de discrimination. La violence s'exerce aussi et très régulièrement contre les figures de l'altérité, qui supportent dans le lien social contemporain une fonction de symptôme. Par exemple, c'est le cas de la figure de l'étranger. C'est également ce que vont vivre ces patientes, ces victimes, le sentiment d'injustice, et encore c'est un mot bien faible, mais souvent le sentiment d'être hors du droit, donc hors justice au sens même institutionnel, d'être écrasé par un pouvoir absolu arbitraire qui réduit le sujet par l'emprise totale à l'effroi de sa disparition, à l'idée de néantisation, de n'être plus rien. Les conséquences psychiques de tous ces phénomènes, c'est évidemment le traumatisme, qui est un véritable collapsus, c'est la rencontre avec un sentiment de mort imminente dont on vient de parler, et d'explosion psychique, la personne ne pense plus, parfois même elle se situe hors de son corps, qui vient bouleverser l'identité de la victime. Les détresses psychotraumatiques qui en résultent sont de véritables blessures psychiques, des effractions psychiques, et tout homme, il faut savoir que tout homme, au sens de générique, y est vulnérable sans qu'il n'y ait de fragilité antérieure invocable.
Les conséquences psychiques, c'est bien évidemment ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire c'est un état psychique qui consiste, qui découle aussi de l'expérience de solitude absolue, de rupture de tous les liens communautaires et culturels qui viennent du traumatisme psychique. L'état de détresse, l'impossibilité d'être secouru sont reliés à la perte d'objet, d'où l'intrication fréquente de la symptomatologie dépressive avec le symptôme psychotraumatique. On peut d'ailleurs parfois confondre ou on peut les retrouver intriqués, l'état de stress post-traumatique et l'état dépressif. Alors, les conséquences ne sont que très rarement passagères. Une des caractéristiques les plus notables de l'état de stress post-traumatique, c'est de revivre en pensée, parfois pendant des années et quelquefois la vie durant, les événements vécus. Et puis, deuxième point important, ça entraîne un évitement des situations qui les rappellent au risque d'un profond dérèglement des relations sociales et affectives. C'est-à-dire ça va venir entraver l'insertion, ça va venir entraver la vie sociale et affective. La perte de confiance dans l'institution de l'autorité n'est souvent, hélas, pas née au cours du voyage. En réalité, elle y préexiste parce que pour beaucoup de femmes d'Afrique subsaharienne et plus particulièrement dans certains pays, l'autorité et l'uniforme représentent non pas le droit et l'ordre, mais la violence, l'arbitraire et le racket. Autant d'expériences vécues parfois très précocement. Alors, il y a dans notre monde aujourd'hui, et ce n'est pas spécifique à l'Afrique, ce qu'on va appeler des zones de non-droit. On emploie cette terminologie dans certaines zones géographiques, la zone sahélo-saharienne, mais également des zones des banlieues de nos villes françaises. Ces zones se situent hors civilisation et de ce que Freud définit comme la totalité des œuvres et organisations dont l'institution nous éloigne de l'état animal de nos ancêtres et qui servent à deux fins, la protection de l'homme contre la nature et la réglementation des hommes entre eux. Sidi Ascofaré et Marie-Jean Sauré, qui sont deux psychiatres et psychanalystes, rappellent que Freud parle dans Malaise dans la civilisation d'un état d'avant la civilisation, donc d'avant le langage et le renoncement pulsionnel. Cet état serait caractérisé par la liberté absolue, la satisfaction totale des instincts, d'où l'insécurité, le désordre et la domination de la force physique. C'est ce que rencontrent nos patientes dans les événements dont on vient de parler. La série des 3 substitutions fondamentales qui signent aux yeux de Freud la civilisation ne sont pas encore opérées. Substitution du droit à la force, de la politique à la guerre et au rapport de force, du surmoi et de la morale à la pulsion agressive brute. Alors, l'affection, pour terminer, l'affection par le VIH qui est contactée dans ces circonstances a un poids tout particulier et sera vraiment difficile à accepter. D'abord parce qu'elle vient renforcer une position mélancolique que ces femmes, hélas, adoptent psychiquement bien malgré elles, puisque certaines femmes pensent que leur corps se pourrisse, atteints par le VIH, sont en train de s'abîmer, détruits par le virus, voire se décomposer. Comme le dit Annabelle Levedilou dans Les Cambérés, elle cite des patientes qui racontent que leur sang est gâté, au sens d'un plat, de quelque chose qui serait gâté. La souillure met à l'écart du groupe, accompagnée souvent par un affect de honte lié à la faille définitive que constitue la séropositivité au VIH, car pour l'instant, on est pour toujours séropositif. Enfin, ces violences entraînent souvent des marques, à la fois, bien sûr, comme on vient de le dire, dans le psychisme, mais également dans le corps, qui empêchent aussi l'oubli ou même la mise à l'écart de ces phénomènes. Et sujet à part entière que je ne traiterai pas aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet à part entière, ces femmes peuvent se retrouver enceintes au décours d'un viol sans possibilité d'avorter et des enfants naissent de ces viols avec des destins souvent assez funestes. Voilà, donc pour terminer, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Caroline Thibaudot et Chantal Cacou. Merci. Bonjour à tous. La problématique que je vais aborder maintenant avec vous, c'est celle des migrants mineurs pour ce qui est des jeunes vivant avec le VIH et des difficultés qu'ils peuvent éventuellement donc rencontrer.
Alors, depuis une vingtaine d'années, j'interviens en tant que psychologue au CEPREF Enfants, à l'hôpital de Yopougon-Athie, donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et au fil des années, nous avons vu certains de nos jeunes patients suivre le fil migratoire dans un sens ou l'autre. Alors, vu de chez nous, comment se présente le problème de la circulation migratoire de ces jeunes? Que représentent leurs rêves et quels sont les risques qu'il peut représenter? Il s'agit d'un phénomène qui est plus complexe et plus étendu que les situations sur lesquelles les médias se focalisent. En effet, lorsqu'on regarde le sens de la migration vers l'Europe, on a bien entendu les jeunes adolescents qui choisissent la route de l'exil eux-mêmes, ce sont ceux dont on parle dans les journaux, mais on a aussi ceux qui partent dans le cadre d'un regroupement familial initié par des parents qui se trouvent en Europe, et nous avons aussi ceux qui sont renvoyés en Côte d'Ivoire par des parents donc vivant en Europe. Les plus nombreux dans les faits sont ceux qui viennent de la sous-région pour émigrer en Côte d'Ivoire, ceux qui partent de la Côte d'Ivoire aussi pour une opportunité scolaire ou professionnelle ou une migration familiale, et nous avons enfin ceux qui repartent dans leur pays d'origine après toute une enfance passée en Côte d'Ivoire. Le projet d'ailleurs, même momentané, existe chez la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire, mais cet ailleurs-là va petit à petit se constituer comme la solution au problème que le jeune va vivre, soit de réalisation de soi, soit des problèmes économiques, et il se dit qu'il est acculé et qu'il doit partir absolument s'il veut évoluer. Nous avons des cas aussi où ce genre de projet existe d'emblée d'un fonctionnement de famille éclatée sur plusieurs pays. Alors, ce qu'on va constater, c'est qu'à partir du moment où le projet est construit, on a l'impression que le jeune vit sur deux plans et il est vraiment obnubilé, à tel point que dans certains cas, le projet va même endommager le présent et le suivi donc de la maladie, le présent n'a absolument plus aucune importance. Alors, peut-on considérer le VIH comme une cause de départ? L'obtention du traitement ARV est peu évoquée aujourd'hui. Il y a une quinzaine d'années, oui, on venait en Côte d'Ivoire, on partait de Côte d'Ivoire pour obtenir donc un traitement pour vivre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que la prise en charge est bonne dans la plupart donc, des pays. Ce que l'on voit par contre, c'est qu'ils ont des problèmes financiers pour la prise en charge de leur maladie opportuniste, qu'ils considèrent que le VIH est un frein très important pour la réalisation d'eux-mêmes dans leur entourage actuel, que leurs parents se sont occupés d'eux et qui voudraient pouvoir, étant donné qu'ils avancent en âge, s'occuper d'eux à leur tour. On a une représentation fantasmée du vécu avec le VIH à partir des documentaires européens, le Téléthon, les histoires de vie sur Internet. Alors en Europe, il n'y a pas de discrimination, on est tolérant, là-bas personne ne s'occupe de ta vie, tu peux t'épanouir et bien entendu tu peux faire des rencontres merveilleuses. Comment ils partent? Pour la migration vers l'Europe, on a la migration individuelle à risque, mais en fait, elle est extrêmement rare. Ceux qui en parlent, ce sont des garçons qui sont en général en très bonne santé. Plus nombreux sont les départs à partir de dossiers légaux. L'essentiel, c'est d'obtenir un visa, soit en disant qu'on s'en va faire des études, soit avec des papiers frauduleux, soit par le regroupement familial. Pour les filles, nous avons la voie du mariage. Avec des Européens ou des émigrés, il s'agit de se trouver quelqu'un. Quand c'est un Européen, en général bien plus âgé, parce que les jeunes blancs sur place ont tendance à aller vers les filles de milieux socio-économiques plutôt intellectuels. Donc elles vont passer de longues heures sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Ça peut aboutir, nous avons eu plusieurs cas de la prostitution, car la rencontre avec les Européens ne peut se faire que dans des milieux assez spécifiques, les bars, les boîtes de nuit. Et quelquefois, il était nécessaire d'avoir un enfant afin de mieux sceller la relation. La famille est souvent impliquée parce qu'on a besoin d'elle pour les documents et pour l'argent. Alors ça va bien quand le projet est soufflé par l'entourage, mais lorsqu'il s'agit d'un projet de l'adolescent lui-même, on a souvent un harcèlement et des conflits très très importants lorsque on n'arrive pas, la famille ne répond pas favorablement. Pour la migration dans la sous-région, nos jeunes viennent souvent de pays limitrophes comme le Mali, le Burkina, le Ghana. Et il s'agit essentiellement d'une migration économique pour trouver du travail, pour faire du commerce, ou d'une migration familiale, parce que beaucoup de familles sont installées des deux côtés des frontières ou ont des membres qui sont immigrés depuis longtemps. On a aussi la migration pour rejoindre un fiancé ou un mari. Pour le retour des migrants, quelles en sont les raisons? Les retours d'Europe sont en général subis. Le parent a des contraintes de travail et il ne peut pas s'occuper seul d'un enfant à la santé fragile. Il préfère le renvoyer en Afrique où la famille est plus disponible et envoyer de l'argent par mois. Ce sont souvent des adolescents qui ont dans la revendication de gros problèmes d'adaptation. Quelquefois, ils ne sont même pas informés de leur statut.
Pour le retour dans les pays d'Afrique, ils peuvent rentrer donc avec les parents, mais quelquefois ils partent aussi seuls avec l'idée qu'ils vont trouver une place dans une histoire familiale qui est un peu rêvée, des choses qu'ils ont entendues depuis longtemps, ou alors c'est une insertion professionnelle voulue parce qu'ils se disent que ça va être plus facile là-bas, donc en Côte d'Ivoire. Les problèmes sont souvent de même type, que ce soit vers l'Europe ou venant de la sous-région. Ils arrivent dans des bidonvilles urbains au lieu de la vie rêvée. Ils ont des problèmes de langue, de gros problèmes d'adaptation, puisque les milieux dans lesquels ils se trouvent les perçoivent quelquefois comme des parasites. Des problèmes de déracinement, séparation familiale et puis bien entendu les difficultés financières. Pour ceux qui viennent d'Europe, vous avez des problèmes d'adaptation culturelle. Les enfants venus d'Europe ici sont considérés comme extrêmement mal élevés, alors qu'eux, ils se perçoivent comme étouffés. Donc, on a des conflits dans la famille d'accueil et du mal-être. Et les couples, souvent, ne tiennent pas pour celles qui sont parties en Europe. En ce qui concerne les risques possibles en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas très différents de ceux que peuvent rencontrer d'autres enfants mineurs en situation de migration. Ils peuvent tomber dans des circuits d'exploitation mafieux, mais surtout familiaux, avec du harcèlement sexuel par les tuteurs. On va les faire vendre dans les rues, donc ils peuvent être exposés à des agressions, on leur faire du travail de domestique. Pour ceux qui étaient déjà en traitement, on peut avoir aussi un temps de rupture de la prise en charge, parce qu'il y a le temps d'adaptation, la gestion du secret fait qu'ils ne se précipitent pas à l'hôpital, et les équipes médicales, bien entendu, vont ignorer les antécédents familiaux médicaux. Vous avez aussi ceux pour lesquels on ignorait leur statut VIH positif et les nouveaux milieux dans lesquels ils se trouvent ne leur prêtent pas toujours l'attention nécessaire pour voir qu'ils vont avoir une difficulté. Vous avez bien entendu le cas de la fiancée qui va tomber sur un partenaire séropositif ici parce qu'il est resté seul un peu trop longtemps. La perception des risques est extrêmement faible. Et pourtant, ils ont des informations, ils regardent les documentaires, on a l'impression qu'ils n'entendent pas le risque. On a un véritable déni à ce niveau. Lorsque vous leur parlez de l'exploitation, de la maltraitance, ils ont le sentiment qu'ils vont toujours pouvoir trouver quelqu'un pour les aider, ils peuvent se débrouiller. Au niveau de la sexualité, très peu se protègent. Le multipartenariat n'a pas l'air de trop les gêner quand même. Et si un partenaire est réticent au préservatif, ils n'insisteront pas. L'angoisse de la discrimination est telle qu'ils ne veulent absolument pas trahir leur secret. Ce qui fait que les partenaires du projet souvent ne sont pas informés, sauf quelques rares cas de personnes dont on a vu qu'elles étaient informées et qui les ont quand même aidées donc à partir. L'angoisse, c'est plutôt celle du non-aboutissement. Être renvoyé en Afrique, que ça ne marche pas, ne pas avoir ses papiers, ne pas réussir. L'essentiel, en fait, c'est de partir. Alors, en tant qu'équipe thérapeutique, comment est-ce que nous nous retrouvons dans cette situation? Nous avons bien entendu la gestion des difficultés des arrivants, avec leurs difficultés tant pratiques, les problèmes psychologiques qu'ils peuvent avoir. Et il y a ce qui est du domaine de la gestion des traitements par les familles d'accueil au plan social lorsque nous identifions des situations d'exploitation. Nous voyons dans quelle mesure nous pouvons intervenir. Pour les projets d'immigration, nous restons donc à l'écoute avec des conseils et pour essayer de prévenir quand même certaines difficultés et une certaine désillusion. Mais surtout, nous faisons de la fourniture de documents pour qu'ils puissent avoir quand même un dossier médical. Nous essayons aussi de leur donner un stock plus important de médicaments pour faire la soudure. Mais ce que nous constatons hélas, c'est qu'ils disparaissent la plupart du temps purement et simplement de la cohorte. Et puis c'est plusieurs mois plus tard que nous apprenons donc le lieu d'immigration. Alors nous avons bien entendu la prise en charge des cas d'échec. Alors l'échec entraîne des nostalgies permanentes, empêche de se projeter dans l'avenir, avec la colère, de la dépression. Et ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y en a certains projets familiaux qui sont en cours permanent depuis des dizaines d'années. Vous avez cet enfant qui est à l'attente de ce signal pour rejoindre cette mère fantasmée qui se trouve en Europe et ce signal donc qui ne vient jamais. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que le taux de départ en fait réalisé vers l'Europe est faible et que les flux les plus importants et les moins visibles sont ceux de la circulation en Afrique, qui comportent aussi quand même des risques. Le problème du VIH peut exacerber le désir de réalisation de soi, mais on constate que c'est toujours l'aspect économique qui est au premier plan. Les projets de migration peuvent devenir de véritables obstacles à l'intégration locale et à un vécu psychologique adapté. Aussi, il faut que les équipes locales puissent prendre en charge cette problématique et pouvoir l'entendre et l'accompagner. Je vous remercie. Merci pour tous les rêves aussi que nous avons entendus et pour tous ceux qui ont veillé sur ces rêves.
Bonjour à toutes et à tous. Sur le thème de cette session, mineurs migrants, prise de risque et VIH, et en dialogue avec Marie-Chantal Kakou depuis la Côte d'Ivoire, j'ai choisi d'intituler ma communication « Ils sont arrivés jusqu'à nous, mais de quoi sont-ils revenus ?» Ces jeunes mineurs migrants, on les appelle ici mineurs isolés étrangers, ou encore, selon le terme européen, des mineurs non accompagnés. Ils arrivent jusqu'à nous depuis l'autre bout de la planète, et pas uniquement du continent africain. Âgés en moyenne entre 14 et 16 ans, ils sont en situation d'isolement. Le terme isolé renvoie ici à une catégorie juridique, c'est-à-dire sans représentation légale. Mais il renvoie surtout à une réalité tangible. Ces mineurs ont voyagé sans la protection réelle, la sécurité affective et la fiabilité d'un parent ou d'un adulte digne de confiance. Aujourd'hui en France, il serait près de 40 000 dans les dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, mais sans doute beaucoup plus, car nombreux sont ceux qui se voient refuser toute demande de protection et de mise à l'abri. Pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, que peut-on retenir avant toute chose concernant les risques encourus par ces mineurs à travers l'expérience migratoire ? Eh bien, s'il y a un risque à garder à l'esprit, un marqueur principal d'alerte, je dirais que c'est le fait qu'ils ont voyagé clandestinement, et par là même en dehors des circuits autorisés, légaux et donc sécurisés. Ces mineurs empruntent des chemins toujours plus périlleux pour rejoindre l'Europe et qui les mettent en danger. Danger pour leur intégrité au sens large, que ce soit leur santé physique, bien évidemment, mais aussi psychique, ainsi que pour leur moralité, pour employer un terme pudique et un peu désuet, mais qui s'entend très bien dans le contexte qui est le nôtre. Les dangers liés à la sexualité se situent notamment là où ces mineurs se retrouvent sans aucune protection tierce. Quand, au gré des étapes et des péripéties du voyage, des frontières à franchir et des nouveaux espaces à traverser, ils perdent la protection de leurs passeurs ou du groupe auquel ils étaient associés. Ils se retrouvent alors très vulnérables à de multiples prédations. Dans une lecture a posteriori, ces risques semblent découverts et appréciés au fur et à mesure, au gré des circonstances. Quand il est relaté, le moment du transport d'un lieu à l'autre apparaît comme un saut dans le vide, vécu comme hors sujet, en dehors de tout processus de mentalisation. Le stress et l'insécurité semblent avoir dominé. Les jeunes se sont retrouvés seuls face à leur peur, ils ont rassemblé leur courage. Cette insécurité-là peut perdurer pendant longtemps, même une fois arrivés en lieu sûr. Pour d'autres mineurs, les risques étaient parfaitement perçus et prégnants dans le pays d'origine, devenant le motif même de la décision de partir. Je pense aux jeunes filles qui fuient pour échapper à des mariages forcés, pour d'autres jeunes gens, d'éventuelles représailles familiales ou communautaires en lien avec leur orientation sexuelle. Enfin, je pense aux enfants reçus en consultation dont les parents, opposants politiques, les ont expédiés en catastrophe à l'étranger, conscients qu'un des outils de la répression, entre autres exactions, peut être le viol systématique, non seulement des femmes, mais aussi de leurs enfants, quel que soit leur âge et même leur sexe. Une fois arrivés à destination, malheureusement, cette situation de danger et de risque peut perdurer quand les jeunes sont laissés en déshérence sur le sol français. 20 à 80% d'entre eux, selon les départements, se voient refuser toute assistance éducative ou mise à l'abri. Outre la détresse sociale que cela génère, ce sont les risques de maltraitance, d'abus, d'emprise, de prise de drogue, de délinquance, de prostitution qui sont considérablement majorés. Les mineurs deviennent la proie facile d'exploiteurs et d'abuseurs de tout poil. Ces constats sont partagés par les soignants et les travailleurs sociaux qui accompagnent ces jeunes au quotidien. À l'écoute de leur détresse, de leurs paroles bouleversées qui peinent à s'exprimer, de leurs récits souvent hachés et parcellaires, de leur mémoire trouée par le trauma et donc de leur silence, quand les abus subis les ont trop souvent réduits au mutisme et à l'indignité, ou quand c'est avec leur corps douloureux, à travers de multiples somatisations, que vient se dire ce qu'on a pu faire d'eux et ce à quoi parfois ils ont pu s'identifier eux-mêmes. L'enjeu alors, pour accrocher ces jeunes, est de pouvoir leur proposer des espaces de rencontre et d'écoute perçus comme sécures, des espaces de prévention ou de simple assistance humanitaire qu'ils peuvent ressentir comme simplement secourables, peu questionnants et surtout non jugeants. C'est le cas de Lucien, rencontré dans ce type d'espace et dont je vous rapporte la situation. Lucien est camerounais et vient d'une famille modeste. Son parcours semble cruellement banal. À 14 ans, il quitte son pays avec l'accord de ses parents pour l'Espagne. En effet, il a été repéré par des recruteurs pour ses talents de footballeur.
Et puis Lucien va se blesser au genou, comme ça arrive. Trop longtemps sur le banc de touche, son engagement est remis en question et son retour au Cameroun est envisagé. Pour éviter cela à tout prix, Lucien décide de rejoindre la France, seul, en train, pour tenter à nouveau sa chance de footballeur. Il se débrouille pour intégrer une équipe amateur de bon niveau en région parisienne. Mais Lucien manque de ressources et de contacts sur place. Il n'a pas de papier et surtout, il ne connaît pas les lois du pays. Alors il s'attarde après l'entraînement, s'arrange pour passer la nuit dans les vestiaires de son nouveau club. Et son entraîneur va finir par s'en rendre compte. En fait, l'entraîneur se révèle un peu proxénète à ses heures. Il lui promet de le garder dans son équipe, de lui trouver un logement, en échange de quoi il inscrit Lucien sur une appli de rencontre. Le garçon se retrouve escort boy. On peut le louer le week-end ou la semaine. Il peut se rendre partout en Europe pour participer à des parties fines dans des hôtels de luxe ou faire des passes chez des particuliers, c'est selon. C'est son entraîneur qui organise son temps libre et prend sa commission au passage. Si au début il s'en accommode, au bout de quelques années de cette vie-là, Lucien va finir par craquer. Il décompense et se retrouve hospitalisé en psychiatrie. Il se confie alors à un soignant et après examens médicaux découvrira sa séropositivité. Ce soignant à qui il a parlé lui indiquera une association qui accompagne les jeunes prostituées et les aide à trouver des solutions pour s'en sortir. C'est là que Lucien et moi, nous avons fait connaissance. En quoi retournent les mécanismes qui sous-tendent cette prise de risque en lien avec le projet migratoire? Que pourrions-nous dire de ce qui constitue le moteur de la migration pour ces jeunes? D'abord, il nous semble qu'il s'agit avant tout d'un élan. La migration apparaît toujours au départ comme une solution envisagée par le jeune lui-même, mais le plus souvent par son entourage familial pour sortir d'une situation vécue comme une impasse au pays d'origine. Ainsi, nous postulons une dimension compensatrice, une fonction psychique de la réussite attachée à la migration, face aux blocages et aux impasses, aux épreuves, voire aux outrages vécus par soi ou sa famille dans le pays d'origine. Mamadou Diouf a conduit avec différents groupes de recherche des études sociologiques dans différents pays dits du Sud. Son analyse rapporte qu'il n'y aurait que peu d'alternatives pour une jeunesse souvent éduquée, dont l'avenir reste bouché, notamment du fait des espoirs d'émancipation déçus et des promesses non tenues par les générations précédentes ou actuellement aux responsabilités. Ces solutions ou alternatives seraient de 4 ordres. D'abord, l'exploitation. Cette possibilité concerne, selon les auteurs, la majorité des plus faibles et des moins dotés. Ce régime d'exploitation et de survie apparaît comme une fatalité subie. Il peut d'ailleurs se perpétuer à travers la migration, quand les jeunes sont pris dans des réseaux de travail forcé ou de prostitution qui les font voyager depuis leur pays d'origine vers l'étranger, comme on ferait voyager de simples marchandises dans une économie mondialisée. Je pense par exemple au réseau de prostitution et de traite nigérian, notamment où schématiquement, les jeunes filles quittent leur village, souvent avec la complaisance de leurs parents, séjournent dans des maisons d'abattage à Benin City pour finir sur les trottoirs des grandes villes d'Europe. La deuxième alternative identifiée par les chercheurs est la violence, à travers des faits de délinquance ou de trafic, l'opportunité de rejoindre des gangs ou encore d'aller faire la guerre quand les jeunes sont enrôlés dans l'armée régulière ou qu'ils rejoignent des groupes rebelles, des milices. Reste la folie, c'est la troisième option, et enfin la migration. On peut se dire alors que finalement, la migration comme solution pour sortir de l'impasse nécessite de disposer d'une grande vitalité et d'une robuste structuration psychique. On pourrait rapprocher cette force vitale, cette pulsion de vie à une réponse maniaque pour dépasser l'adversité. Ou encore dans un autre registre plus sublimatoire à de l'espoir. La projection de soi, même si la décision de partir a été prise ou voulue par d'autres, d'un soi en mouvement, d'un soi actif, tendu vers un avenir plus prometteur, au travers de l'objectif à atteindre et de l'imaginaire qui s'y raccroche. C'est la fonction émancipatrice et subjectivante du projet migratoire, avec l'idée de dépasser la fatalité par le dépassement de soi, de faire du destin qui assigne une destinée singulière à habiter, et que résume si bien la formule « va, vis et deviens ». Va, vis et deviens comme un mandat dont seraient porteurs ces jeunes à travers l'effectuation de leur exil, un mandat ou une délégation d'accomplissement filiatif qui les autorise à s'attacher à d'autres mondes que celui de leurs parents, à advenir et à s'accomplir ailleurs. Ou encore, selon la proposition de Nelly Robin, qui a recueilli sur le terrain les témoignages de mineurs en mobilité sur les routes transsahariennes,
à la notion de confiage, mais dans une définition plus large que celle héritée de la tradition, qui dans certaines cultures vient sceller une alliance ou un principe de réciprocité entre deux familles ou entre deux groupes ethniques, dans le but de favoriser l'éducation et l'émancipation du jeune en dehors de son milieu d'origine. Pour conclure, que dire de l'appréhension du risque et des dangers bien réels qu'encourent ces jeunes migrants, depuis leur départ et même lorsqu'ils sont finalement arrivés à destination? Quelle place tient le mandat dont ils sont porteurs? Ou plutôt, en quoi celui-ci les soutient-il? Nous faisons l'hypothèse que se conjuguent d'un côté l'imaginaire migratoire, émancipateur, et la question adolescente. L'adolescent est un croyant, nous rappelle la psychanalyste Julia Kristeva. Il cherche l'objet idéalisé car il pense qu'il existe. Il a besoin d'y croire. Ainsi, pour ces mineurs dont le passage à l'âge adulte se réalise à travers l'exil, l'accomplissement idéalisé de soi, qui participe à l'imaginaire migratoire, semble répondre parfaitement aux aspirations liées à l'adolescence. Et dans certains cas, toute déception ou échec vis-à-vis de cet idéal auquel ils se sont fortement identifiés peut les projeter dans les ruines d'un paradis inatteignable. Alors le risque, entre Caribe et Scylla, sans doute qu'il vaut mieux ne pas trop y penser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux intervenantes de ce premier panel. Merci Françoise, merci Mesdames Thibaudeau et Kakou pour vos brillantes interventions qui ont bien mis en exergue, je dirais, le projet migratoire, la violence, mais aussi l'infection par le VIH. Cette violence, une certaine forme de maltraitance, aussi bien interhumaine, mais aussi, on l'a entreaperçu, pouvait être institutionnelle, que ça soit l'institution familiale ou que ça soit d'autres institutions suppléantes de prise en charge aussi. Et je crois que ça nous a donné un continuum sur 2 continents qui était très intéressant. Alors, comme question, ça continue un peu dans ce sens. Je pense que à ma dernière connexion, je n'ai reçu qu'une question de Chantal du Burundi qui a trait à des aspects techniques, qui demande en fait comment s'y prendre quand une personne se retrouve devant une perte de confiance en l'institution ou en l'autorité, alors que ça devrait être son lieu de travail jusqu'à la pension. Elle pose aussi une question sur l'impact du refoulement ou le fait de supporter telle ou telle autre sorte de violence dans la résolution des problèmes. Je pense que c'est une question que je vais adresser aux 3 présentatrices qui pourront chacune apporter une petite réponse. Je vais commencer à répondre à Aïda sur la première partie de cette question qui concerne le recours aux autorités. Je racontais comment, et en écoutant là, tout à l'heure ma communication, je pensais que c'est aussi un mouvement plus général, évidemment, qu'en Afrique subsaharienne, puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis, on voit la grande difficulté de la confiance dans la police, dans l'autorité. Et je pense que psychiquement, c'est quelque chose de très grave parce que ça signifie qu'il n'y a pas de recours. Ça signifie qu'il n'y aura pas de droit, qu'il n'y aura pas de loi. Et on a toutes les 3 parlé de toutes ces difficultés que rencontrent des gens qui voyagent, des gens soumis à la violence. Et je pense que le fait de ne pas avoir confiance dans l'autorité est une chose qui amène à des détresses absolues. Et ensuite, on peut s'apercevoir que ça provoque de la colère, des regroupements, des mouvements, etc., qui sont sûrement des choses très vitales pour se sortir d'affaires, ou des mouvements politiques, etc. Voilà, je passe la parole à Marie-Chantal, peut-être. Oui. Alors, en ce qui me concerne, pour cette violence, ce qui m'a le plus frappé, c'est la perte de confiance en l'institution familiale. Parce que les jeunes, par exemple, qui émigrent en Côte d'Ivoire, ils viennent souvent dans le cadre donc, de la migration familiale. Ce sont leurs parents donc, qui leur disent « allez-y ». Ils se disent « je vais être reçu par de la famille ». Et lorsqu'ils arrivent ici, quelquefois, ce sont justement ces familles qui vont être maltraitantes. Et petit à petit, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de recours. Parce que la famille, c'est vraiment le tout. À part ma famille,
peut me soutenir si ce n'est pas ma famille? Et là, on se rend compte que à partir du moment où la famille, qui est le socle, en fait, je pense chez nous ici, de tout, à partir du moment où la famille trahit, il ne te reste plus rien. Et là, nous avons vu beaucoup donc de ces jeunes rentrer dans des circuits donc de délinquance, et c'est extrêmement difficile de les récupérer. Je vous dirais que les seuls moments où nous avons vraiment pu faire quelque chose, c'est lorsque nous avons trouvé quand je dis un tuteur, je veux dire une figure qui était comme une figure familiale sur laquelle nous avons pu nous appuyer, hein, pour les ramener en quelque sorte à quelque chose de civilisé, comme disait donc Caroline. Caroline? Oui, moi, Madame Thibaudot, oui. oui, merci. Cette question me renvoie à la clinique aussi du traumatisme, hein, de ce qui est affecté par la violence dans le lien à l'autre, et de cette sécurité fondamentale, en tout cas pour les enfants et pour les adultes aussi, qui est remise en question de manière très profonde. Et ce qui peut être effectivement, ce qu'on peut essayer de rétablir, c'est un cadre où les règles, où il y a de la loi, où les règles sont tenues, où la parole est tenue, où il y a de la cohérence et où il y a de la fiabilité. Et ce qui n'empêche que, effectivement, dans la violence, parfois la torture ou l'exaction, enfin, ou l'abus, hein, tout simplement, les jeunes sont pris dans une double contrainte. C'est qu'à la fois, ils ont besoin de ce rétablissement, de cette sécurité fondamentale, ils ont besoin de l'autre, et à la fois, quand l'autre se rapproche, il devient à nouveau menaçant, et il y a à nouveau cette crainte qui s'établit. Ce qui fait que c'est effectivement très difficile, hein, de pouvoir resécuriser et restaurer ces choses-là. Ça prend du temps, et c'est sûrement dans un cadre très fiable et une grande fiabilité et une grande abstinence dans les attentes qu'on peut avoir pour ces jeunes, une grande patience que ce lien peut à nouveau se restaurer. Et donc voilà, je fais le lien avec les effets du trauma, hein, et qui sont à long terme difficiles à restaurer. Voilà. Et cette question est très importante. Une autre question pour Madame Kakou, qui dit que son exposé est effrayant pour les parents, alors qui lui demande de revenir sur les activités qu'elle propose dans les espaces de rencontres créés, et pour savoir par qui sont animés ces espaces de rencontres et comment est-ce qu'elles se passent. Donc, un peu plus de détails sur les activités que Madame Kakou a exposées. Alors, les activités au niveau de la prise en charge des jeunes qui veulent partir. Oui, alors, donc déjà, les activités, elles commencent, je pense pour l'essentiel, je vous le disais, nous avons un bon tiers quand même des enfants que nous avons qui arrivent en Côte d'Ivoire, sont des arrivants avec toutes les difficultés que nous allons entendre, et malheureusement, bon, c'est vrai que c'est peut-être effrayant, mais malheureusement, c'est ça la réalité. Alors, pour ceux qui veulent partir, alors je ne sais pas si c'est à ce niveau-là que la question, c'est autour de ça que la question s'organise. Est-ce qu'il s'agit de ceux qui veulent partir ou s'il s'agit de ceux qui arrivent? Alors, il n'y a pas de précision dans la question. Elle n'a pas donné de précision. Alors, pour ceux qui disent « je veux m'en aller », c'est vrai que nous sommes peut-être un espace où il y a des choses qu'ils arrivent à dire et qu'ils n'arrivent pas toujours à exprimer au niveau de la famille. Et lorsqu'ils arrivent, nous essayons en fait d'en parler avec eux. Tout en fait est dans l'expression. Parler avec eux, savoir ce que ça représente pour eux. Dans plusieurs cas, nous avons en fait essayé de dénouer des situations qui existaient sur place. Parce que déjà, en faisant en sorte que ces situations soient dénouées, on a réussi quand même à faire en sorte qu'ils n'arrivent plus, ils ne se sentent plus acculés. Parce que ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce sentiment qu'au bout d'un moment, il se dit « je ne peux plus faire autrement. Il faut absolument que je parte ». Et lorsque nous arrivions à leur redonner de l'espoir sur place, ils arrivaient à se réintégrer dans un projet local. Malheureusement, comme je disais, pour la plupart, ils partent même sans en parler à personne. Ils s'en vont. Les parents aussi les envoient sans prévenir les équipes. Et donc, nous constatons
nous constatons qu'ils sont partis, nous constatons qu'ils sont perdus quelque part en Europe, nous constatons qu'ils ont atterri dans une famille au Burkina, nous constatons qu'ils sont sur des routes en train de conduire des camions entre le Niger et le Sénégal. Voilà ce que nous entendons. Hein, et pour les activités, pour pouvoir les mettre dans une activité, il faut encore réussir à faire en sorte qu'ils disent quelque chose. Et ce n'est pas toujours évident. Merci beaucoup, Madame Kakou. Nous nous en tiendrons là, vous comprendrez, pour des objectifs de temps pour cette première partie du panel. Et nous passons à la deuxième partie. Et nous allons donner la parole à nos collègues de Brazzaville, Monsieur Martin Ekat. À vous, vidéo. Bonjour, je me présente, je suis Dr Martin Herbas Ekat, je suis infectiologue au CHU de Brazzaville. Donc, dans le cadre de l'AFA-VIH 2020, j'ai l'honneur donc de vous présenter notre travail intitulé Association entre les symptômes dépressifs et l'observance au traitement antirétroviral chez les adolescents vivant avec le VIH en République du Congo. En introduction, nous disons que malgré la disponibilité croissante des traitements antirétroviraux dans le monde, la mortalité liée au VIH chez les adolescents vivant avec le VIH âgés de 10 à 19 ans ne faiblit pas. La mauvaise observance au traitement antirétroviral, associée donc à un niveau de dépression élevé, en serait probablement la cause. Donc l'objectif principal de notre travail était de caractériser la présence des symptômes dépressifs chez les adolescents vivant avec le VIH en 2018 à Brazzaville et à Pointe-Noire, les deux principales villes de la République du Congo. Plus spécifiquement, nous allons donc évaluer la présence des symptômes dépressifs chez les adolescents vivant avec le VIH. Étudier également les facteurs associés à la présence des symptômes dépressifs et, enfin, évaluer l'association entre la présence des symptômes dépressifs et l'observance au traitement antirétroviral. Brièvement, le Congo-Brazzaville est un pays situé en Afrique centrale, avec une superficie de 342 000 km², une population estimée à 5 126 000 habitants. La prévalence du VIH est estimée à 3,1 dans la population des personnes en âge de procréer, sexuellement actives. 8 400 adolescents vivant avec le VIH ont été estimés en 2016 par l'ONU-SIDA. Les centres de traitement antirétroviral de Brazzaville, de traitement ambulatoire de Brazzaville et de Pointe-Noire sont les deux principaux centres de prise en charge des patients séropositifs et suivent à elles seules près de la moitié de la file active nationale. Et dans ces centres, la file active des adolescents était de 271 patients en 2018. Pour ce faire, nous avons donc réalisé une étude transversale, descriptive et analytique. La population à l'étude était donc tous les adolescents âgés de 10 à 19 ans sous traitement antirétroviral, suivis dans les deux centres de traitement ambulatoire de Brazzaville et de Pointe-Noire. Les adolescents avec un trouble psychiatrique connu n'ont pas été inclus dans notre étude et les patients qui ont refusé de participer ont été exclus. Notre étude a reçu un avis favorable du comité d'éthique national. Pour collecter les données, nous avons donc réalisé des entretiens individuels en mode face à face entre l'enquêteur et le patient pour recueillir des informations sur un questionnaire standardisé.
Et les informations sur ce questionnaire étaient centrées autour de la situation familiale du patient, du vécu de la maladie VIH, de l'exposition aux substances abusives. Nous avons également donc évalué l'observance au traitement antirétroviral au cours de cet entretien et posé des questions qui sont contenues dans le PHQ-9. Ce questionnaire a été administré aux patients en tenant compte du fait qu'ils soient informés ou non de leur statut VIH. 2 questionnaires ont donc, pour ce faire, été élaborés, dont le contenu était presque le même concernant les informations en rapport avec l'étude, mais en prenant soin pour les patients, les adolescents qui n'étaient pas informés de leur statut, d'enlever les termes en rapport ou faisant allusion aux mots VIH et SIDA. Pour évaluer la symptomatologie dépressive, comme nous l'avons dit plus haut, nous avons utilisé le Patient Health Questionnaire, donc le PHQ-9. Ce questionnaire permet de retrouver la présence des symptômes dépressifs dans les 14 jours ayant précédé l'entretien. Et les résultats donc sont calculés en attribuant à chaque question, il y en a 9, un score allant de 0 à 3 et le cumulé varie entre 0 à 27. Par exemple, si je dis, une des questions que je pose, la réponse jamais je coche 0 et moi c'est presque tous les jours je coche 3. Et en faisant la sommation, nous sommes arrivés donc à catégoriser les niveaux de dépression. Donc si par exemple le résultat du PHQ-9 était entre 15 et 19, on disait que l'adolescent souffrait d'une dépression modérément sévère. Mais pour définir la présence des symptômes dépressifs, nous avons également défini un seuil concernant les réponses du PHQ-9. Donc, pour une patiente qui avait un PHQ-9 supérieur ou égal à 9, était considérée comme ayant des symptômes dépressifs. Pour évaluer l'observance, nous avons donc utilisé l'algorithme qui a été utilisé dans le programme FACES au Kenya. Il s'agissait donc de poser des questions comme suite. Avez-vous omis de prendre vos médicaments au moins une fois dans les 7 derniers jours? Si la réponse à la question était oui, nous lui posons donc une deuxième question. Est-ce que cela s'est répété pendant plusieurs jours? Et si la réponse à cette deuxième question est également oui, nous lui demandons donc de nous préciser le nombre de fois que cela s'est produit. Et ce qui nous a permis donc de catégoriser l'observance à n'a jamais oublié, à oublier une fois, à oublier 2 fois, à oublier plus de 2 fois. Donc, dans ce diagramme, nous présentons les patients qui ont été inclus. Donc, sur les 271 adolescents suivis dans les 2 centres de traitement ambulatoire, 140 ont été interrogés. 135 ont donc été retenus pour l'étude et 5 ont été exclus parce qu'ils n'étaient pas encore sous traitement antirétroviral au moment de l'interrogatoire ou avaient une durée de moins de 7 jours sous traitement antirétroviral. Les caractéristiques de nos patients, les adolescents âgés de 10 à 19 ans, donc 60% avaient un âge situé entre 15 et 19 ans, 50% étaient de sexe féminin, 12% avaient révélé avoir stoppé arrêté d'aller à l'école, 64% ont découvert leur statut sérologique au décours d'une maladie. 25% étaient sexuellement actifs, 8% ont déclaré utiliser les substances abusives, 19% étaient orphelins de père et de mère, orphelins donc total, et 36% bénéficiaient d'une aide de la famille pour aller au centre et pour prendre les médicaments au domicile. 11% de nos patients ont déclaré avoir oublié de prendre le médicament au moins plus de 2 fois dans les 7 jours ayant précédé l'entretien. La présence de symptômes dépressifs a été découverte chez 39% de notre patient.
En catégorisant la dépression, nous avons trouvé que 50% de nos patients, 54% plus précisément, avaient une dépression moyenne et 24% avaient une dépression modérée. Parmi les facteurs associés à la présence des symptômes dépressifs chez ces adolescents, nous pouvons donc noter un âge compris entre 15 et 19 ans, donc la deuxième moitié de l'adolescence, était fortement associé 2 fois plus. Les adolescents âgés de 15 à 19 ans avaient 2 fois plus de chances de présenter les symptômes dépressifs au moment de l'entretien. Ceux qui avaient déclaré également arrêter d'aller à l'école étaient également associés à la présence des symptômes dépressifs. Et avoir oublié de prendre son médicament plus de 2 fois dans les 7 jours qui ont précédé notre entretien était également associé à la présence des symptômes dépressifs. Notre travail présente certaines limites, notamment nous avons réalisé une étude transversale. Donc, en un point donné, nous avons évalué la présence des symptômes dépressifs. Faire le diagnostic de la dépression est un processus. Donc, il nous fallait faire une étude de cohorte prospective pour confirmer le diagnostic de cette adolescent, administrer le test à un temps donné et puis le réévaluer quelques jours plus tard. Et le marqueur que nous avons utilisé pour l'observance, le meilleur était la charge virale qui n'a pas été disponible pour les patients. Donc ça ne nous a pas permis de le croiser, de trouver une véritable association avec la dépression. Néanmoins, notre étude confirme qu'il y a un risque de dépression chez les adolescents vivant avec le VIH et montre donc la nécessité d'investiguer plus spécifiquement leur devenir en prenant en compte et en charge cette dépression. Donc en conclusion, nous pouvons dire que cette étude a montré une prévalence élevée des symptômes dépressifs chez les adolescents vivant avec le VIH au Congo-Brazzaville. Et cette prévalence semble augmenter avec l'âge. Les facteurs identifiés sont en rapport avec le malade lui-même, le vécu de sa maladie, ainsi que son interaction avec les autres membres de la communauté. Des interventions pour améliorer la qualité de vie des adolescents sont nécessaires à développer et à évaluer dans cette population particulièrement vulnérable et qui représente un enjeu majeur pour l'avenir. Je suis arrivé à la fin de ma présentation, donc je vous remercie. Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous ce jour. Je suis Yves Cyril Tonqueux, jeune activiste camerounais et chargé du plaidoyer des droits humains à l'association Humanity First Cameroun. Je vais vous présenter dans un instant le travail mené par mon organisation dans le cadre de l'amélioration de la santé mentale auprès des populations vivant avec le VIH, mais également auprès des personnes dans la communauté LGBT. Dans le cadre de la 10e conférence internationale francophone connectée Afra-VIH qui se déroulera du 8 au 11 novembre, nous avons soumis un abstract intitulé La mise en place d'un suivi psychologique auprès des personnes vivant avec le VIH-Sida en échec thérapeutique, une stratégie pour une meilleure attention, soins, expérience de l'association Humanity First Cameroun. Cet abstract a été retenu et accepté. Donc, nous allons dans un instant vous présenter le travail qui a été fait, de façon à vous présenter le contexte dans lequel le travail a été fait, la méthodologie utilisée, les résultats, mais également aussi une petite conclusion pour un passage à l'échelle de cette stratégie, parce que nous avons constaté que les personnes vivantes avec le VIH-Sida sont les personnes auxquelles nous devons apporter un suivi psychologique pour améliorer l'estime de soi, l'acceptation du statut sérologique, mais également aussi pour être en confiance. Donc, et pas seulement pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, mais également aussi pour la communauté LGBT africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les violences sont par répétition, elles sont nombreuses et que beaucoup de
beaucoup d'États africains condamnent encore la pratique ou alors l'amour entre deux personnes du même sexe. Je vais vous présenter tout à l'heure, en partageant mon écran, le travail qui a été fait pour que vous puissiez voir et toucher du doigt ce par quoi nous sommes passés. Et également, vous pourrez, à la fin de ma présentation, poser des questions ou alors avoir des exemples palpables pour le travail qui a été fait. Je vous remercie. Un instant, je cherche à partager mon écran avec vous. D'accord. Un instant, je vous en prie. Voilà. Comme je vous disais tantôt, comme je vous disais tout à l'heure, l'abstract qui a été soumis pour l'AFRA VIH 2020 est intitulé Mise en place d'un suivi psychologique pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA en échec thérapeutique, une stratégie pour une meilleure attention aux soins, expérience de l'association Humanity First Cameroun, qui est présentée par son auteur qui est moi, Yves Cyril Tonqueux. Par la suite, nous allons présenter le contexte. Ici, il faut noter que les personnes vivant avec le VIH/SIDA et ou les personnes appartenant à la communauté LGBTIQ sont particulièrement affectées par les troubles de santé mentale. Par ailleurs, de nombreuses études ont montré que la santé mentale des personnes vivant avec le VIH/SIDA était liée à la rétention dans le soin et à une observance optimale du traitement. Face à ce constat, Humanity First Cameroun a mis en place un suivi psychologique des personnes vivant avec le VIH/SIDA qu'elle accompagne afin que la personne accepte son statut sérologique, son traitement pour enfin atteindre une meilleure attention dans le soin. Après ce contexte que nous avons bien établi et le but recherché pour cette stratégie, nous avons utilisé une stratégie de suivi psychologique adaptée pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA en échec thérapeutique qui a été mise en place en mars 2019. Les personnes éligibles à cette stratégie étaient les personnes suivies par l'association Humanity First Cameroun avec une charge virale détectable. Cette stratégie consistait en un suivi rapproché de 2 séances par mois avec un psychologue au sein de Humanity First Cameroun. Les séances s'articulaient autour de l'estime de soi, la vie positive avec le VIH/SIDA, l'acceptation du statut sérologique et les concepts de psychologie positive. Cette stratégie a été évaluée par le nombre de VIH qui atteignent une charge virale indétectable à la fin du suivi. Après cette méthodologie, nous avons estimé qu'il était important d'évaluer les résultats. Alors, au sein d'une file active de 372 personnes, 50 personnes étaient éligibles à cette nouvelle stratégie et toutes ont accepté de participer. De mars 2019 à novembre 2019, les personnes ont eu en total 18 consultations au cours des 9 mois de suivi, soit un total de 900 consultations effectuées au centre d'écoute par la psychologue. Après les 9 mois de suivi, parmi les 50 personnes suivies, toutes ont atteint une charge virale indétectable. Il faut noter que le travail ici de la psychologue qui est co-auteur de cet abstract était vraiment de faire un suivi rapproché à travers les descentes à domicile pour ceux qui sont vraiment très occupés ou alors à travers un suivi rapproché par les personnes qu'on appelle case managers et les conseillers relais qui de temps en temps descendaient et prenaient contact et prenaient attache avec ces personnes-là. Voilà pour les résultats que nous avons pu avoir pour cette activité. En conclusion, le suivi psychologique des patients est une stratégie efficace pour améliorer la rétention dans les soins et plus largement pour atteindre les objectifs de 90-90-90 de l'OMS. Cette stratégie devrait être représentée dans le contexte africain où la prise en charge de la santé mentale reste limitée. Et il faut préciser ici que la santé mentale ici ne touche pas uniquement la rétention aux soins, mais également tout ce qui est prévention du VIH, tout ce qui est prévention des violences basées sur le genre, tout ce qui est l'acceptation de soi, l'acceptation même de son orientation sexuelle et la vie avec la communauté et l'acceptation de leur orientation ou alors de l'identité de genre des personnes.
Un instant. Je vais finir là en vous remerciant pour votre aimable attention, en étant avec vous pour vos remarques, vos suggestions, vos questions ou alors pour des questions de compréhension des hommes d'ombre qui n'ont pas été remarquées dans ma présentation. Je vous remercie et je suis à vous. Bonjour, mon nom est Sylvain Baudry, je suis le coordonnateur de recherche pour l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec à la COQ-SIDA. Nous souhaitons remercier le comité de sélection pour nous offrir la chance de présenter dans le cadre d'Afravi 2020. Avant de commencer, j'aimerais souligner que je ne suis pas l'instigateur de ces données, mais seulement celui qui vous les présente. Donc, je vous invite à me faire parvenir vos questions et commentaires à l'adresse courriel qui figure à la fin de cette présentation. Cette présentation porte principalement sur les résultats des facteurs associés à la stigmatisation intériorisée. Pour mieux comprendre les déterminants sociaux de la stigmatisation liée au VIH au Québec, une équipe intersectorielle en collaboration avec Pratique a réalisé l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, développé par le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH. Il existe plusieurs formes de stigmatisation concernant le VIH. La stigmatisation composée, institutionnelle, effective et perçue. Certaines personnes peuvent vivre plus d'un niveau de stigmatisation, complexifiant différents aspects de leur vie avec le VIH. Quant à elle, la stigmatisation intériorisée désigne l'acceptation par une personne de croyances, de points de vue et de sentiments négatifs à son égard et à l'égard du groupe stigmatisé auquel elle appartient. Les deux objectifs principaux de l'index de stigmatisation sont de mieux comprendre les déterminants sociaux de la stigmatisation liée au VIH au Québec et de mettre en place des solutions locales et nationales pour soutenir les personnes vivant avec le VIH et réduire la stigmatisation dans son ensemble. Cette présentation explore les facteurs associés à la stigmatisation intériorisée. La version québécoise du questionnaire comportait 145 questions et prenait environ 1h30 à 2h en présentiel ou côte à côte. Vous vous souvenez de cette époque où nous pouvions être à moins de 2 mètres de distance? Nous avons rejoint 281 personnes vivant avec le VIH entre avril et septembre 2019. Le questionnaire fut administré par 9 pairs associés de recherche qui ont reçu une formation de 3 jours pour les préparer à la cueillette de données. Nous tenions à ce que tous les membres de l'équipe de recherche participent à l'analyse des données en accord avec les principes JPA et MIPA. Une analyse de régression linéaire multiple a été réalisée pour identifier les caractéristiques associées à la variation de la stigmatisation intériorisée. Suite aux analyses, 4 thèmes ont été identifiés par l'équipe de recherche comme prioritaires. Premier thème, facteurs associés à la stigmatisation intériorisée. Deuxième, situation des personnes vivant avec le VIH et vivant simultanément plusieurs formes de stigmatisation, donc l'intersectionnalité. L'effet du dévoilement sur le soutien social et la santé psychologique. Et le pouvoir d'agir et stratégie de résilience. Voici un bref portrait de notre échantillon. L'âge des personnes interrogées varie entre 19 à 79 ans. Notre échantillon de 281 personnes est composé de 98 femmes cis et de 173 hommes cis. 49% s'identifient comme hétérosexuels et 36% comme gays ou hommes homosexuels.
58%, soit 163 personnes, étaient célibataires au moment de l'entrevue. Près de 62% des personnes interrogées avaient un revenu de moins de 20 000 $ canadiens, soit moins de 13 000 € par an. 43% étaient sans emploi et 35% étaient sur un programme de soutien aux revenus du gouvernement du Québec. 49% des personnes interrogées étaient d'origine caucasienne et 9% de notre échantillon se sont identifiés comme appartenant aux communautés autochtones du Québec. L'échelle de la stigmatisation intériorisée démontre les items ainsi que les proportions des personnes interrogées l'ayant rencontré. Le sentiment de honte, de malaise et la culpabilité en lien avec le VIH se démarquent nettement. Plusieurs variables ont été considérées pour identifier les caractéristiques associées à la stigmatisation intériorisée. Celles présentées dans ce tableau étaient statistiquement significatives dans le modèle final. Les caractéristiques étant associées en ordre d'importance à un niveau plus élevé de stigmatisation intériorisée sont d'avoir un niveau plus élevé de stigmatisation anticipée, d'être âgé de moins de 40 ans, d'avoir un niveau plus élevé de détresse psychologique, d'être d'orientation hétérosexuelle, de s'identifier comme une personne racisée et d'être célibataire. Les personnes hétérosexuelles semblent être celles qui vivent le plus de stigmatisation intériorisée. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces personnes vivent moins de stigmatisation grâce à l'hétéronormativité. Dans l'imaginaire collectif, la transmission du VIH est associée à des populations marginales. Les jeunes vivent également beaucoup de normativité dans leur groupe d'âge. Ils sont moins stigmatisés par la population en général, sauf dans le cas du VIH, et développent alors une forte stigmatisation intériorisée, de peur de ne pas correspondre à ce qui serait attendu d'eux. Les personnes qui parlent une autre langue que le français pourraient être associées à des personnes issues de l'immigration, qui sont un autre groupe qui vit une certaine normativité, de correspondre à leur communauté d'origine et d'accueil. Autrement dit, plus la normativité est forte dans une communauté, plus le fait de vivre avec le VIH fait d'eux une population hors norme et ferait augmenter la stigmatisation intériorisée. Les personnes les moins normatives semblent avoir déjà développé certaines formes de résilience face au VIH, exemple les personnes de la diversité sexuelle. En conclusion, les résultats nous montrent que les personnes plus jeunes, les personnes hétérosexuelles et les personnes racisées devraient être ciblées dans les interventions visant à réduire la stigmatisation intériorisée. Le fait qu'un niveau plus élevé de stigmatisation anticipée et de détresse psychologique était associé à la stigmatisation intériorisée laisse croire qu'il serait aussi pertinent d'explorer l'anxiété et les symptômes de dépression liés à la séropositivité dans les interventions visant à diminuer la stigmatisation intériorisée. Ici est l'équipe de recherche complète de l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec. Nous remercions REACH, les Instituts de recherche en santé du Canada ainsi que l'Agence de santé publique du Canada pour leur soutien financier. Merci beaucoup. Aïda, je ne sais pas si on a Monsieur Martin Ecat et Yves Tonqueux en lien avec nous. Oui, Martin est là, je suis là. Martin est là. Bonjour Martin. Bonjour. Et Bonjour. Yves,
Yves est là? Bon, on va commencer par vous poser une petite question, Monsieur Ecat. Donc, j'ai été frappée en vous écoutant par le fait que donc, vous avez des adolescents entre 10 et 19 ans. Vous dites bien que 60% ont entre 15 et 19 ans, ça fait donc une population qui commence sa sexualité. Comment vous faites par rapport au fait que, si j'ai bien compris, plus de la moitié ne sont pas informés qu'ils sont séropositifs au VIH? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, est-ce que ça déclenche, je ne sais pas, des groupes de parole ou des consultations spécifiques pour les aider à apprendre cette nouvelle? Ensuite, qu'est-ce qui fait que cette question du savoir qu'on possède sur son propre corps et sur son propre état n'est pas, n'est pas questionnée? Voilà, je m'interroge. D'autant qu'ils sont sous traitement antirétroviral. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur dit quand ils prennent des médicaments? On leur dit que ça sert à quoi? Et voilà. Donc, une question sur comment informer ces jeunes et pourquoi près d'un sur deux ne l'est pas. Voilà. Oui, merci pour la question. Au fait, informer, c'est un long processus. Informer les enfants sur leur statut VIH, c'est un long processus. Et puis, ça va aussi avec l'âge. Donc, à moins de 8 ans, c'est un peu difficile d'informer et on invente souvent, ça c'est la prise en charge psychologique qui s'en occupe, hein, mais ils inventent soit c'est une autre maladie, un cancer, un diabète et tout, et après on les informe. Informer, c'est un long processus parce qu'il y a aussi les parents qui ne veulent pas. Souvent, il y a aussi un frein, c'est les parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient informés concernant le statut VIH. Donc, on utilise des stratégies et c'est après quand on se rend compte que l'enfant peut accepter maintenant, mais c'est tout un processus. C'est pas du but en blanc comme ça. Je pense que j'ai répondu à la question, ou bien... Je suis d'accord avec vous et je pense que peut-être aussi, si les parents sont eux-mêmes séropositifs, l'enjeu d'en parler dépasse l'adolescent et entraîne des conséquences familiales importantes. J'entends tout à fait ce que vous dites sur le fait que c'est un long processus. C'est évident, mais voilà, quand ils deviennent des jeunes adultes, c'est un peu compliqué. Aïda, tu veux poser une question? Oui, en fait, je vais relayer plutôt les questions qui sont venues sur le chat. Ouais. D'abord pour Monsieur Tonke. Il y a quelqu'un qui demande s'il pouvait avoir plus d'informations méthodologiques sur le suivi psychologique dont vous parlez, à savoir les critères d'éligibilité. Il demande aussi la durée de 9 mois, sur quels critères cela a été décidé, si c'était des suivis en individuel ou en groupe, de même que les thématiques abordées pour tous les patients, ou bien est-ce que le patient pouvait choisir une thématique? C'est pour Monsieur Tonke. Monsieur Tonke. Ah, je pense qu'il est parti. Il est parti? Non, le voilà. Il est en train de se reconnecter. Monsieur Tonke? Sa connexion est faible. Oui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de connexion parce que... Madame Kakou. Ah oui, bonjour. Vous avez entendu la question que Aïda vous a posée, monsieur? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et merci. Je réponds bonjour à tous. Peut-être que si vous coupez votre caméra, le son sera mieux. Oui, vous m'écoutez. Allô? Oui. Oui. Non, Est-ce que vous avez entendu la question, monsieur? Il est reparti. Bon.
Peut-être qu'on interroge Sylvain Baudry et on reviendra sur le travail de Yves Tonqueux. Oui, il y avait une question aussi pour M. Baudry. Voilà. Alors, ça vient du CNLS de Dakar, M. Ibrahim Abba, qui dit qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, la plupart des études stigma index ont montré une stigmatisation interne presque double de la stigmatisation faite par les autres. Et il demandait ce qu'il en était au Canada. Alors, je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question parce que je n'ai pas les données devant moi, mais on voit que le sentiment de honte, par exemple, vécu par les personnes séropositives, dépasse les 50% de notre échantillon interrogé. Il y a une autre question pour vous. Donc, d'après notre expérience, c'est quelqu'un qui est anonyme. Avec une thérapie qui améliore les symptômes dépressifs significativement, l'autostigmatisation ne diminue pas. Qu'en pensez-vous? Faut-il des interventions spécifiques autour de ces problématiques pour accompagner les patients en plus d'un soutien psychologique? Ben, je crois personnellement, et là je réponds à titre comme personne vivant avec le VIH et non pas comme chercheur, je crois qu'il est très important de pouvoir travailler au niveau de l'estime de soi parce que beaucoup de choses découlent de là et la stigmatisation intériorisée provient probablement, en tout cas à mon avis, d'un manque d'estime de soi, d'un manque d'affirmation de soi. Et on a besoin aussi de travailler à ce niveau-là pour supporter les personnes séropositives. J'avais une question pour vous. C'est un drôle de bruit. Donc pour vous, moi, j'ai l'impression que votre cohorte est, entre guillemets, relativement âgée, 52 ans de moyenne. Ouais. Et je me demandais si ce n'était pas ça qui expliquait le fait que les HSH, etc., avaient l'air d'avoir, entre guillemets, mieux assimilé leur homosexualité que, par exemple, si vous aviez fait la même étude chez des jeunes. Puisqu'on sait que, par exemple, le taux de dépression, le taux de suicide chez les hommes homosexuels sont des taux très importants. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est cet âge, entre guillemets, élevé qui explique le fait que, voilà, ils sont doublés par les hétérosexuels? Oui, c'est ça, exactement. Oui, l'expérience de vie. D'avoir déjà passé au travers de dévoilement et d'affirmation au niveau de leur orientation sexuelle, aide ou contribue peut-être à diminuer cette stigmatisation intériorisée. Par contre, je crois que un autre fait où justement on devrait peut-être s'interroger, c'est le vieillissement des personnes séropositives aussi, qui, à son tour, ramène d'autres réalités qui peuvent augmenter la stigmatisation intériorisée, comme par exemple intégrer un centre de soins de longue durée dans un milieu qui est majoritairement hétérosexuel. Ça demande, ça peut provoquer d'autres challenges chez les personnes vieillissantes. Oui, je pense que c'est un thème qui va monter en puissance dans les prochaines années, le vieillissement des personnes vivant avec le VIH. Ouais. Ce que je pensais aussi, c'est que ça correspond à ce que vous avez dit à l'instant là sur l'utilisation du terme de résilience que vous avez employé à plusieurs reprises, c'est-à-dire votre population, c'est des PV-VIH qui vivent avec le VIH depuis un moment et qui effectivement ont dû avoir le temps de... Le dernier point, quand vous définissez l'autostigmatisation, vous faites référence à l'appartenance à un groupe. En fait, moi je suis psychiatre et psychanalyste, donc le groupe n'est pas ma référence, enfin, c'est puisque nous on est au cas par cas ou un par un, quoi. Et
on entend bien, là, vous venez de dire que ça va être peut-être parfois le fait de ne pas appartenir à un groupe qui va faire qu'on se sent différent, Tout à fait. qu'on se sent, et que l'idée que ça serait toujours de faire un groupe me semble questionnable. Oui, je suis d'accord. Je vous questionne. Mais je vais me limiter à ce commentaire sur cette question-là. Je n'irai pas plus loin. Parce que j'ai pas l'argumentaire nécessaire pour l'instant. Ça aussi, je pense que l'autostigmatisation, c'est un thème extrêmement important avec tout ce qui est intériorisé et comme vous dites, qui vient gêner l'observance, les soins, la vie sexuelle, etc. Voilà. Voilà. Merci. Est-ce que Il y a Yves Tonqueux qui est avec nous pour répondre. Monsieur Tonqueux, allez-y. Monsieur Tonqueux, Yves. Ah. Monsieur Tonqueux, vous nous entendez? Ok, bonjour. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vous écoute. Je vous entends très bien. Ah bon? Oui, coupez votre vidéo et parlez. Comme ça, on vous entendra mieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous laissez votre micro et vous coupez votre vidéo. Je vous entends. Vous Bon, on répète la question. On répète la question qui vous était destinée. Voilà, allez-y. Là, il est parti. Il est parti? Oui. Bon. Aïda, tu as vu que nous avons une nouvelle question. Nous avons dépassé le temps. Alors, voilà les questions qui viennent d'arriver. Ça, c'est pour nos amis Marie-Chantal et Caroline. Pour les jeunes adolescents, le plus souvent, on remarque l'arrêt du traitement après l'annonce et tentative de suicide, résistance à la scolarité. Quelles sont les stratégies pour y faire face dans les familles pauvres? En fait, c'était une question qui était destinée plutôt à Martin et Kat. Est-ce que Martin est encore avec nous? Martin? On court. Martin, monsieur et Kat du Congo? Bon, oui, je suis là. Déserte. Je suis là. Martin et Kat? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Je suis là, madame. Je suis là, Françoise, je suis là. Oui, je vous entends très bien. Sur la stratégie. Je vous entends très bien. L'annonce, encore une fois, la peur que les ados se suicident ou ne veuillent plus aller à l'école ou se voient sans avenir. Vous nous entendez, monsieur? Et Kat? Oui, je vous entends. Je vous entends. Super. Je vous entends. Oui. Je répète la question. Pour les jeunes adolescents, le plus souvent, on remarque l'arrêt du traitement après l'annonce, point d'interrogation, des tentatives de suicide, point d'interrogation, des résistances à la scolarité. Quelles sont les stratégies pour y faire face dans les familles pauvres? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Bon, ça, je pense que c'est un peu en dehors de l'étude, mais l'expérience que j'ai eue quand j'étais au centre de traitement ambulatoire, il y avait plusieurs activités. Donc, comme vous avez dit auparavant, on a des groupes de parole avec les adolescents qui sont animés par des psychologues. On a également ce qu'on appelle des médiations familiales. Donc, souvent, ces adolescents peuvent être dans des familles d'accueil qui ne sont pas les familles d'origine, hein, les parents et c'est des orphelins qui sont dans des familles d'accueil. Donc, on fait souvent des médiations familiales. On fait des sorties pédagogiques et tout. C'est un peu ça. Mais pour prévenir tout ça, on a des médiations familiales et il y a le... Je pense que vous avez entendu. Allô? Oui, on a entendu. Vous parliez de la médiation familiale. Vous avez compris? Oui. Oui. Pour prévenir un peu tous ces problèmes qui peuvent surgir. Dernière question. Oui, je vous écoute. C'est une question plus générale. Tu la vois, Aïda, ou pas? Il y a une question qui commence comme ça. Bonjour et félicitations à tous. Donc ça,
qui demande si pour le soutien psychologique, le personnel médical est impliqué pour gérer le problème. Ça vient du CNLS de M. Djibril Niang. En fait, je pense que ce qu'il veut demander, c'est est-ce que ce sont des professionnels psy seulement qu'ils font ou est-ce que les équipes sont outillées pour le faire? À Brazzaville? Partout. À Brazzaville, je demande. Oui, oui, oui. Bon, à Brazzaville, il y a tout un grand volet psychologique et social. Donc, c'est comme on dit, il y a tout un volet. Il y a les psychologues qui sont là, il y a des assistantes sociales et il y a des médiateurs communautaires également qui interviennent dans tout. Bon, le médecin également, c'est pour voir si le traitement, la personne, parce que tout le temps que la personne rentre en consultation, le médecin pose des questions pour voir si le traitement est bien pris et s'il n'est pas bien pris, là on l'envoie chez le psychologue qui va déceler pourquoi le traitement n'est pas bien pris. Est-ce qu'il y a un frein dans la famille, il y a un problème au niveau familial. Souvent pour les adolescents en âge de transition, donc c'est toute l'équipe médicale, psychologique, psychologue et sociale qui intervient dans tout ça, dans ce processus. Quelqu'un d'autre veut répondre? Le Cameroun? Oui, allô, bonjour, vous m'écoutez? Oui, vous m'écoutez? Oui. Voilà, bonjour. C'était un problème de connexion. Par rapport à vos questions, c'est Yves Tanqueux. Par rapport à vos questions, les critères de sélection étaient, il fallait d'abord avoir une charge virale indétectable, les 2 charges virales indétectables. Ça veut dire que lorsqu'on était nouvellement testé positif et qu'on avait 2 charges virales déjà détectables, là, à ce moment, vous étiez éligible à cette stratégie-là. Ou alors, si lorsque vous avez dans la stratégie de conseiller relais, on a des personnes qui ont pendant une certaine période une charge virale détectable, ce sont ces personnes-là qui étaient éligibles. Et également, on a mis un accent beaucoup plus sur les personnes, sur les gays, donc les personnes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, parce que en principe, c'est notre cible prioritaire avec lesquelles on travaille. Donc voilà ce qui était le critère. C'était de la question savoir était une est-ce question que la personne avait des charges virales détectables ou alors est-ce que la personne venait nouvellement d'être testée positive et que ces 2 premières charges virales étaient détectables. Alors, il est demandé, il est précisé aux intervenants qu'il y a des forums de discussion sur ce thème sur la plateforme où les échanges pourraient continuer. Sur le niveau? Et je pense que l'équipe de support nous demande de bien vouloir conclure la session. Aïda, tu veux dire un mot? Vas-y. Bon, moi d'abord, je voudrais vous remercier tous de l'énorme effort qu'a consisté cet enregistrement, tous les problèmes techniques que nous avons tous affrontés, moi la première, et vraiment de persister et de s'obstiner pour que cette magnifique conférence ait lieu quand même. Je pense que beaucoup de gens ont eu des moments de découragement. Vous êtes tous là en lien avec nous pour répondre aux questions. Évidemment, on aurait aimé faire ça en vrai, mais voilà, ça n'était pas possible. Moi, je suis tout à fait admirative des contenus, de toutes les pistes de réflexion qui s'offrent à nous, de la place de plus en plus grande de la santé mentale dans le monde. C'est vraiment devenu une priorité. Je pense qu'il faut remercier la FRAVI encore une fois de nous donner l'occasion de soutenir et de participer à tous ces travaux qui se passent en particulier dans l'Afrique
subsaharienne que nous aimons tant. Voilà, Aïda. Merci bien, Françoise. Je ne peux rien dire de plus. Hein. C'est le grand plaisir que nous a offert l'Afravi de nous retrouver encore entre spécialistes pour ces échanges de qualité. Merci à tout le monde. Bonsoir et espérons-le bientôt en présentiel. Voilà. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.